Je me suis réveillée au son d'une voix bouleversée, non pas par la tristesse, mais par l'irritation. Nous ne sommes même pas ses vrais enfants, a déclaré mon fils d'un ton sec et désinvolte, comme s'il parlait d'un inconnu dans les journaux télévisés. Pourquoi devrions-nous prendre soin d'elle? Puis j'ai entendu ma fille, la voix glaciale. J'espère juste qu'elle ne s'en sortira pas. Ce serait plus simple. La succession est presque réglée de toute façon. Ces mots ont transpercé le brouillard de morphine, comme du verre. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Mes bras étaient lourds, comme s'ils étaient remplis de sable, et des tubes s'enroulaient autour de ma poitrine. Derrière moi, les machines émettaient un bip lent et régulier, le son d'une vie que je n'étais pas sûre de vouloir retrouver. Il se tenait au pied du lit. Je pouvais le sentir, assez près pour me toucher, mais si loin de me voir comme leur mère. Elle ne nous a même pas adoptés légalement, ajouta-t-il. Elle a juste épousé papa. Ça ne veut pas dire qu'on lui doit quoi que ce soit. L'infirmière s'éclaircit la gorge. Vous devriez peut-être sortir. Ce n'est pas l'endroit. Peu importe, marmonna ma fille, ses talons claquant sur le sol tandis qu'il s'éloignait. Je fixai les dalles du plafond, faisant semblant d'être inconsciente, faisant semblant de ne pas avoir entendu les personnes que j'avais élevées depuis qu'elles étaient en couche, me souhaiter mon départ avec désinvolture. Je me souvenais du dernier Thanksgiving. J'avais préparé leur plat préféré. Je m'étais même levée à l'aube pour faire cette maudite tarte aux noix de pécan qu'ils disaient toujours aimer. Elle n'était pas venue. Il était arrivé en retard et était reparti tôt, se plaignant des embouteillages. Mais cette fois, c'était différent. C'était clair. L'accident était survenu de nulle part. Ou du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à cet instant. Les freins avaient lâché dans un virage en descente. Pas de pluie, pas de flaque d'huile, juste du métal et du verre. Puis le noir. Et maintenant, j'étais là, branché comme un cobaye, écoutant les deux personnes que j'aimais le plus au monde parler de moi, comme si j'étais un fardeau qu'ils avaient hâte d'enterrer. J'avais envie de crier, de me redresser et de leur demander qui leur avait appris à lasser leurs chaussures, qui les avait tenus dans leurs bras la nuit où leur père était mort, qui avait rassemblé assez d'amour pour les aider à se reconstruire après le départ de leur mère. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée immobile parce que je savais désormais qu'il n'était pas à moi, pas de la manière qui comptait, pas de la manière dont j'avais espéré qu'il le soit quand je serai vieille et brisée, allongée dans un lit d'hôpital sans personne pour parler en ma faveur. Ils étaient les enfants biologiques de mon défunt mari, mais ils n'étaient à moi que lorsque cela leur arrangeait, lorsqu'ils avaient besoin d'un dîner, d'un moyen de transport, d'une épaule sur laquelle pleurer. Pas maintenant, pas alors que c'était moi qui avais besoin d'aide. Quelque chose en moi s'est brisé, pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais avec la finalité silencieuse et brutale d'une porte qui se verrouille de l'intérieur. Ils pensaient que j'étais en train de mourir. Tant mieux qu'ils le croient, car la femme qu'ils pensaient pouvoir manipuler, utiliser, jeter, n'était plus là. Celle qui se réveillait à sa place n'avait plus envie de jouer. Avant les perfusions, avant la blouse d'hôpital, avant que leurs yeux ne se voilent comme si j'étais déjà partie, il y avait des chansons pour s'endormir et des doigts collants qui serraient les miens dans les allées du supermarché. Il y avait des rires. Il fut un temps où il m'appelait maman. Je vivais dans une maison pleine de bruit. Un chaos confortable et désordonné. Des chaussures laissées à la porte. Des boîtes de céréales toujours ouvertes, gissaient. Des sacs à dos jetés dans le couloir comme si quelqu'un d'autre allait les ranger. Et quelqu'un le faisait. C'était moi. Je n'avais pas toujours prévu d'être mère. J'ai rencontré Richard à la fin de la trentaine. J'avais déjà abandonné mon rêve d'avoir des enfants, mais il est arrivé avec 2 enfants, un garçon et une fille, tous 2 âgés de moins de 5 ans, tous 2 traumatisés et silencieux, depuis que leur mère biologique avait disparu pour refaire sa vie à l'étranger. Je n'avais aucun lien légal avec eux, aucune signature, aucun cachet du juge, juste leurs petites mains agrippées à mon écharpe lors de leur premier hiver et le mot « maman » murmuré lorsque les cauchemars les envahissaient.
Cela a suffi. Richard était gentil, fatigué, mais gentil. Il travaillait de longues heures et me laissait m'occuper de l'éducation des enfants. Il ne m'a jamais poussé à les adopter officiellement. Ce n'est que de la paperasse, m'a-t-il dit un jour. Ils savent qu'ils les aiment. C'est peut-être là que le mensonge a commencé. En pensant que l'amour suffisait. Avec le recul, je réalise à quel point je suis devenue invisible dans ma propre maison. Lentement, doucement, comme de la vapeur s'échappant par une fissure. Un instant. Je lisais des histoires avant de les coucher et pliais leurs vêtements. L'instant d'après, j'étais une ombre qu'ils remarquaient à peine à table. Ils ont grandi, et j'ai rapetissé. Il est décédé il y a 6 ans, d'un cancer du pancréas, rapide et cruel. C'est moi qui l'ai trouvé, effondré dans le jardin. Les cisailles à Hayes encore à la main. Ils étaient à l'université à l'époque. Ils ne venaient presque jamais nous rendre visite. Toujours trop occupés. À l'enterrement, ils se sont accrochés à moi comme s'ils ne voulaient plus jamais me lâcher. C'est la dernière fois que je me souviens avoir eu le sentiment d'appartenir à leur famille. Après cela, ce fut un lent éloignement. Les appels téléphoniques se sont transformés en SMS, puis les SMS ont laissé place au silence. Ils venaient parfois me rendre visite pendant les vacances, me posaient plus de questions sur le testament que sur ma santé. Toujours poli, toujours souriant, jusqu'à ce qu'ils pensent que je ne les entendais plus. Je revois encore mon fils debout au pied du lit d'hôpital, les bras croisés comme un avocat, pesant le pour et le contre d'un accord, sans la moindre lueur d'inquiétude dans les yeux. Elle n'est pas notre vraie mère. Tu sais, ce que cela m'a dit, ils attendaient, comme des loups à la porte. Pendant tout ce temps, je pensais que nous étions toujours une famille, que j'avais peut-être été trop sensible, que leur distance n'était qu'une question d'âge, pas de détachement. Je le vois clairement maintenant. Ils aimaient la maison que j'avais construite, les repas que je cuisinais, la structure que je leur offrais, mais ils ne m'aimaient pas comme je les aimais. Ce genre de vérité est difficile à accepter. Elle ne crie pas, elle s'enfonce, mais elle libère aussi, car si l'amour ne les liait pas à moi, alors l'obligation ne me lie certainement pas à eux. Qu'ils parlent de succession, qu'ils chuchotent à propos de délais et de certificats de décès, ils pensent avoir déjà gagné. Ils ne savent pas que j'ai réécrit la fin il y a 2 mois. Ils ne savent pas que la maison qu'ils attendent ne leur appartient plus. Et ils ne savent pas qui est sur le point de leur montrer exactement ce qu'une femme oubliée peut faire, avec rien d'autre que du temps, un stylo et la volonté de survivre. Je ne pouvais pas bouger beaucoup, mais mon esprit, Louis, bougeait. Un clin d'œil vers le plafond, et je me retrouvais dans la cuisine, tenant une assiette en carton pendant qu'ils couraient autour de la table, le visage couvert de beurre de cacahuètes. Ils étaient si petits à l'époque. Ma fille se blottissait contre moi comme si elle voulait disparaître en moi. Mon fils cachait son visage dans mon manteau et murmurait « Ne pars pas encore ». Et je ne suis pas partie. Je ne suis jamais partie. C'était le plus cruel. Le fait que je sois restée, même quand leur mère est partie, sans même prendre ses affaires. Même quand Richard a commencé à rentrer de plus en plus tard, à me donner des reçus pour des uniformes scolaires que je n'avais jamais demandés en disant « Ils sont à toi maintenant aussi ». Je n'ai jamais bronché. Je me suis accrochée, j'ai supporté les crises, le silence des adolescents, les dîners passifs-agressifs. Je suis restée pendant les appareils dentaires et les ruptures, les bulletins scolaires et les bougies d'anniversaire. Chaque dente perdue, chaque genou écorché, chaque réunion parents-professeurs stupide, où je restais assise à sourire pendant qu'ils m'appelaient « belle-mère », et je hochais simplement la tête comme si cela ne me blessait pas. Je tenais leurs petites chaussettes et m'émerveillais de voir comment l'amour pouvait vous rendre à la fois comblé et invisible. Ils ne se doutaient pas que je sanglotais dans la buanderie. Mais aujourd'hui, je n'étais plus qu'une patiente occupant un lit dans un établissement médical. Je me souviens très bien de la dernière fois où l'un d'eux m'a dit avec désinvolture « Je t'aime ». Pendant des semaines, je m'y suis accrochée comme si cela avait une signification.
Mais je comprends maintenant que ce n'était qu'une habitude, comme dire « à tes souhaits », après un éternuement ou se brosser les dents. Après le décès de leur père, ils ont cessé de m'appeler aussi souvent. J'ai pensé que c'était par tristesse. Non, ce n'était pas intentionnel. Tout ce qu'ils voulaient, son nom, sa fortune et l'apparence d'une famille, ils l'avaient. Qu'ai-je fait ensuite? La dame qui savait où se trouvaient les dossiers fiscaux m'a servi de repère, de rappel. J'ai décidé d'essayer pendant 1 an avant d'abandonner et de voir ce qui se passerait. Il ne s'est absolument rien passé. PSD, je pense à toi. Maman, tu as mangé aujourd'hui? Ou de vœux d'anniversaire? J'ai compris. J'ai donc commencé à me souvenir, non pas de la version des faits que je m'étais racontés, mais de ce qui s'était réellement passé. Les regards glacials, les yeux que ma fille levait au ciel chaque fois que je disais non, et la décision de mon fils de fermer à clé les tiroirs de son bureau lorsque je lui posais des questions sur sa situation financière. En décembre dernier, après avoir proposé de l'aider à rembourser sa voiture, je les ai entendus parler et cela m'a marqué. Elle lui a murmuré « Elle est pleine aux as », comme si je dormais à l'étage. Selon eux, elle veut juste s'en servir pour nous contrôler. L'idée que la compassion pouvait être un piège m'est venue à l'esprit, à cause d'eux. J'avais l'air d'une menace. J'ai continué à les aimer dans l'espoir qu'ils reviennent. Alors je leur ai préparé une tarte aux noix de pécan. Cependant, l'amour ne revient pas. Il ne sert à rien de faire des efforts et d'espérer un retour. Parfois, cela reste simplement enfoui dans le sol. J'étais seule dans ce lit aseptisé, écoutant le bip des machines au lieu des voix des gens, sauf que ce n'était pas le cas. À présent, la colère avait fait son apparition, pas de la rage, ni du ressentiment, mais une détermination plus calme et plus concentrée qui s'installe lorsque vous savez que personne ne viendra vous secourir et que vous êtes peut-être la seule personne à qui cela importe vraiment. Je restais reconnaissable même après qu'il m'ait perdu de vue. Il restait encore du temps pour moi. En face de moi, sur une chaise en cuir beige, se trouvait un homme appelé Russell Kim il y a 2 mois. Je pensais qu'il avait la quarantaine, mais il semblait beaucoup plus jeune, peut-être 40 ans, et trop soigné pour être quelqu'un dont le travail consiste à gérer des pertes tous les jours. La plupart des gens ne réécrivent leur testament que lorsqu'un événement majeur se produit. A-t-il ajouté en tapotant son stylo? Un changement s'était opéré. Juste un son, un rire, qui n'aurait pas dû faire mal, s'était fait entendre. Rien de spectaculaire. Je traversai le couloir, traînant un panier de serviettes pliées, en direction de la chambre où ma fille avait dormi. Ils avaient prévu de passer le week-end en ville. Dans le salon, j'entendis le rire insouciant et sonore de mon fils qui disait « Donne-lui encore 2 ans. Elle passera l'arme à gauche et on se partagera la maison. » Ma fille ricana et ajouta « Je parie qu'elle la laissera à un chat ou à la bibliothèque municipale par dépit. » Ils ont continué à rire, comme des enfants qui rient derrière une porte fermée. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'image qu'ils donnaient de moi contredisait celle que je m'étais construite dans mon esprit. J'ai donc rendu visite à Russell. Rien ne m'a fait pleurer. Je n'ai pas réussi à m'expliquer. J'avais récemment renoncé à mon testament, à mes actes notariés et à mes papiers d'assurance. Après cela, j'ai sorti une seule photo de mon sac à main. Elle datait de l'année où sa mère était décédée. C'était après les mois. C'est ma filleule. Pendant 6 mois, je l'ai hébergée pendant que son père luttait contre sa dépendance. Elle me considérait souvent comme sa maman de secours, avec ses petits doigts collants et ses grands yeux. Toujours ta fille. Je t'aime, April. Russell regardait la photo. Elle signait toujours ses lettres, envoyées sur du papier véritable qui dégageait un léger parfum d'agrumes. Elle a aujourd'hui 32 ans. Elle est mariée et travaille dans un refuge pour femmes à 3 pâtés de maison de mon ancienne église. Tu l'as inscrite sur la liste, m'as-tu demandé. Non, ai-je répondu. Je veux qu'elle hérite de tout. Il a pris son temps avant de lever les yeux. Tout. La maison, les actions, l'assurance vie.
Même les boucles d'oreilles en perles que je n'ai portées que 2 fois, mais que j'ai gardées dans un sachet en velours comme une promesse. À ce moment-là, j'étais sereine. Je refusais de confier le fruit de ma vie à ceux qui me regardaient de haut, alors que j'étais allongée sur le sol et que je m'agrippais encore au coffre-fort. Car si l'amour n'a pas de lignée, la cruauté, elle, en a une. Russell ne posa aucune question. Il venait juste de commencer à taper. Les documents de remplacement avaient été signés, scellés et conservés avant mon départ, tandis que les originaux avaient été détruits. Je n'avais laissé aucune place à l'interprétation. Aucun de mes enfants ne recevrait d'argent, et si April ne pouvait être retrouvée dans les 30 jours suivant mon décès, elle serait automatiquement transférée au refuge local. Dois-je croire qu'ils ne contesteront pas? Demandai-je. Il sourit lentement. En ce qui me concernait, c'était une bonne nouvelle, à condition qu'ils aiment gaspiller leur argent en perdant. Encouragez-les à essayer. Je leur ai caché cette rencontre. Laissez les gens croire ce qu'ils veulent. Laissez-les examiner le mobilier, faire des estimations éclairées sur la valeur du terrain et discuter en privé de la date à laquelle les documents seront finalisés. Permettez-leur de rire. Moi aussi, j'en riais à cette idée. Non par malice, mais parce que je n'avais rien à perdre et tout à préserver. De l'autre côté de la rue, Grace vivait depuis bien avant que les enfants puissent atteindre la poignée de la porte. C'était le genre de voisine qui remarquerait un colis laissé trop longtemps sur le porche ou une lumière éteinte 3 nuits de suite. Non pas par curiosité, mais par vigilance. Elle a été ma première confidente, après la mort de Richard. Sa voix était douce comme un hymne lorsqu'elle se tenait dans ma cuisine, un sac de gingembre et de citron à la main. Ils vont te regarder maintenant, m'a-t-elle dit en montrant le couloir où les 2 enfants se cachaient dans leur chambre. J'ai mal interprété ces mots lorsqu'elle m'a dit « Mais tu dois aussi prendre soin de toi ». Je compris alors qu'elle avait vu la situation se détériorer bien avant moi. C'est Grace qui remarqua la nouvelle fascination de mon fils pour les lettres. Il passait le week-end, prétextant toujours vérifier la chaudière ou s'assurer que le portail était bien fermé. Mais il ne restait jamais. Tel un chasseur à la recherche d'un trésor, il se précipitait vers la boîte aux lettres, récupérait tout le courrier et le fouillait. Grace, qui voyait tout depuis sa fenêtre, m'a dit qu'il ne levait même pas la tête pour nous saluer. Elle m'a dit « Il ne se comporte pas comme un fils ». Alors qu'elle prenait le thé vers midi, j'ai ri quand elle a ajouté « Il se comporte comme un auditeur ». Le ton était acerbe. Peut-être qu'il est les deux. Le lendemain, autour d'un café, il m'a interrogé de manière désinvolte sur son comportement. Avec ce sourire trop travaillé qu'il avait hérité de Richard, celui qui semblait charismatique aux yeux des autres, mais qui, pour moi, trahissait toujours des arrière-pensées. Il a ajouté « Au fait, tu as toujours les papiers de quand papa t'a mis la maison à ton nom. Je peux t'aider à mettre de l'ordre, si tu veux, pour simplifier les choses. » Après lui avoir répondu que j'allais y réfléchir, il est parti. Peu après, il a quitté la maison. Grace m'a envoyé un email le soir même pour me dire « Je l'ai vu tourner autour de ta boîte aux lettres après son départ. J'ai pris une photo. Au cas où, tu veux que je surveille ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais je l'ai fait, car nous avions l'habitude de laisser la lumière du porche allumée pendant les orages. Quand les enfants étaient petits et avaient peur du tonnerre, elle a pris cela pour un oui. Elle a commencé à enregistrer ses arrivées inopinées en voiture, ses refus répétés de frapper à la porte et tout autre incident impliquant sa caméra Ring. Elle disait que c'était « au cas où », mais nous savions tous les deux pourquoi. Ma fille a ensuite fait irruption un jour, alors que je m'occupais des fleurs dans le jardin. Même le portail n'avait pas réussi à la dissuader. Avec un sourire aimable et un air légèrement inquiet, Jess s'est penchée par-dessus la clôture. « Salut !» Je me demandais si tu avais besoin d'aide pour les démarches liées à l'hypothèque. Si ça devenait trop lourd, je serais ravie de t'en débarrasser. J'ai fermé les yeux. Je suis propriétaire de la maison, ai-je répondu. Oh, j'avais oublié.
Mais papa disait toujours que c'était moi la plus organisée. Richard disait autrefois quelque chose de très différent. De très différent. Elle m'a embrassée rapidement avant de partir. Grace m'a téléphoné le lendemain. Elle est passée aussi. Elle est restée dans la voiture pendant 20 minutes avant de monter. J'ai pensé que tu devais le savoir. Je vais le noter. À ce moment-là, je compris. Je n'avais pas informé Grace de ce que j'avais entendu à l'hôpital. Je lui avais caché la modification du testament. À son insu, je m'échappais furtivement de tout cela. Pourtant, elle était au courant. Elle avait compris la vérité, que je préférais ignorer. Les enfants que j'avais élevés n'étaient pas là pour m'aider. Ils formaient un cercle. Elle avait également choisi d'être mon témoin sans que je le lui demande. Même si je ne lui avais jamais explicitement demandé, je savais à ce moment précis qu'il ne s'en tirerait pas. Oublie ça. Les infirmières ont pris mes mouvements pour un sommeil. J'étais désormais experte dans l'art de rester sur mes positions, de garder la bouche fermée et d'éviter le contact visuel lorsque quelqu'un parlait trop près d'une personne en vie. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident. Le mot « accident » revenait sans cesse, qu'il s'agisse d'un cerf, d'une route glissante ou d'un frein défectueux. C'étaient des justifications claires et ordonnées. Cependant, le bruit du vide persistait dans ma mémoire. Lorsque j'avais freiné, tout ce que j'avais entendu, c'était le cliquetis creux du métal et le silence assourdissant d'une résistance qui ne bougeait pas d'un pouce. Ce sentiment n'était pas nouveau pour moi. Même si j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas, la tristesse vous fait douter de votre intuition jusqu'à ce que vous arriviez enfin à relier les points. Pour commencer, je me suis souvenu du mois dernier, lorsque mon fils avait pris mes clés avec désinvolture et s'était dirigé vers l'allée avec un air supérieur en disant « Je vais vérifier la pression des pneus pour toi. » Maman, il ne m'avait jamais demandé la permission avant de le faire. Sur le moment, cela ne m'avait pas effleuré l'esprit. Ils étaient si habiles qu'ils pouvaient faire passer n'importe quelle intrusion pour quelque chose d'utile. Puis ma fille, qui m'avait emprunté ma voiture 1 semaine plus tôt, m'avait dit qu'elle avait fait le plein et m'avait rendu le véhicule avec les rétroviseurs déréglés et le siège avancé au maximum. Cela m'avait semblé irrespectueux. Auparavant, je n'avais jamais remarqué ce genre de choses. Rien de très fort, mais juste assez pour me rendre nerveux pendant que je conduisais ce matin-là. C'est le genre de détail que l'on a tendance à oublier jusqu'à ce que l'on se retrouve allongé dans un lit d'hôpital, sans rien d'autre à faire que de tuer le temps et de se poser une multitude de nouvelles questions. J'ai alors fait ce que je fais d'habitude. J'ai observé. Lors de leur première visite après l'accident, ils ne m'ont pas posé une seule question sur la voiture. Après avoir posé une seule question, je savais quoi répondre. Que se passera-t-il si vous ne pouvez plus vivre seul? Passe-du. Que s'est-il passé? Ni. Y a-t-il eu d'autres personnes impliquées? Ils ne s'inquiétaient pas que je puisse mourir. Ils avaient peur que je reste trop longtemps. Pendant que les infirmières allaient et venaient, je ne faisais rien. L'une d'entre elles, Clara, avait un caractère délicat, le genre de personne qui agit avec lenteur et qui sait quand les autres jouent un rôle. Un jour, alors que j'étais allongée dans mon lit, elle s'est arrêtée pour prendre mes constantes. « Vous ne vous en rendez pas compte » m'a-t-elle chuchoté. Un petit signe de tête a suffi. Je n'ai même pas cligné des yeux. Clara s'est approchée et s'est agenouillée. Alors il est peut-être temps d'en informer quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, j'ai touché sa main avec 3 doigts. Rien d'autre ne fonctionnait. Son front s'est légèrement plissé. Le lendemain matin, quelqu'un est arrivé sans stéthoscope ni bloc-notes. Il portait une veste bleue et des baskets discrètes plutôt qu'une blouse. Il se tenait près de la fenêtre, les mains enfoncées dans ses poches. Clara est entrée dans la chambre et a prononcé un seul mot. « Visiteur ». Il m'a jeté un coup d'œil et s'est présenté comme Elliot. Je clignai lentement des yeux. « Vous m'avez engagé une fois, pendant votre divorce. Vous vous souvenez ?» Il interpréta cela comme un consentement. « Clara Precisa, vous ne pouvez pas encore parler. Ce n'est pas grave. » Je sais lire le silence. Il sortit un dossier. Il glissa une photo de ma dépanneuse.
puis se concentra sur le câble de frein. Quelque chose a été coupé, dit-il. J'ai ressenti plus de réconfort que de terreur en entendant. Propre, droite. Quelqu'un voulait que ça ait l'air vieux, mais ce n'est pas le cas. C'est récent. C'était délibéré. Ce n'était plus une supposition. C'était prouvé. Après avoir inspecté les environs, il s'est approché. Il a marmonné quelque chose à propos de la famille infernale que j'avais. Puis il a souri. Le genre de sourire que l'on adresse à quelqu'un qui est censé dormir, mais qui est en réalité bien réveillé. J'ai déjà récupéré les images de vidéosurveillance de l'hôpital et des caméras de votre rue. J'ai un contact dans la surveillance routière. Nous trouverons qui a fait ça. Vous devez juste reprendre des forces. Ce n'était pas la famille. Pensais-je, plus maintenant. Clara comprenait mes doigts maladroits mieux que quiconque. On apprend une langue couramment sans jamais la mettre sur papier. En 3 gestes. La réponse était oui. Elle posait rarement des questions, se contentant d'acquiescer comme si elle avait déjà pris sa décision. Un long tracé sur sa paume signifiait « Va chercher Elliot ». Un long clignement des yeux suivi d'un poing serré signifiait « Ne les laisse pas entrer ». Ce qui caractérise ceux qui ont connu la véritable souffrance, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'approbation pour agir moralement, une fois tous les 2 jours, pendant le service du déjeuner, à un moment où l'étage était en pleine effervescence et où personne ne prêtait attention à la dame réservée de la chambre 219. Elliot venait de lui rendre visite. Je choisis de ne rien dire, mais ce n'était pas nécessaire. Sur le plateau roulant à côté de mon lit, il étalait des photos comme un puzzle. L'une d'elles, datée de 23 photos, montrait la voiture de ma fille entrant dans mon allée la veille de l'incident. Selon elle, elle était hors de la ville. Une autre semblait montrer mon fils dans le salon de l'hôpital, utilisant le Wi-Fi des visiteurs pour accéder à un document sur son ordinateur portable intitulé « Modèle de directive anticipée ». Il n'avait même pas la décence de le cacher. Cela s'était passé pendant que je dormais encore. « Marlin », a dit Elliot un jour en tapotant doucement le classeur contenant mon Nouveau Testament. J'ai cligné des yeux 2 fois, en guise de remerciement, et il a ajouté « Changer les bénéficiaires était ta meilleure décision. J'ai déjà déposé une copie certifiée conforme. Même s'il brûle l'original, cela n'aura aucune importance. La section suivante était plus difficile et plus périlleuse. J'ai besoin de ta signature, dit-il. Clara attendit le service de nuit, lorsque les lumières du couloir étaient tamisées et que personne ne prenait les signes vitaux. Puis dit « Juste une. Nous demanderons une protection juridique pour mise en danger d'une personne âgée. S'ils essaient à nouveau d'accéder à vos biens ou tentent un autre, accident, cela deviendra un crime, et non plus une simple suspicion. » Une seule page était solidement fixée en haut du bloc-notes lorsqu'elle l'apporta. « Je te vois. Je ne suis pas aussi impuissante que tu le penses. » Ma main tremblante ressemblait à peine à un nom, mais cela suffisait pour entamer une correspondance. Mon fils est arrivé le lendemain matin. Il portait un polo noir et avait l'air inquiet. Il tenait dans ses mains un petit bouquet de marguerites, comme celles qu'on vend dans les stations-service. « Salut, maman », murmura-t-il, comme s'il ne m'avait pas décrite comme un fardeau lors de notre dernière conversation. « Tu as l'air en forme. Je t'ai apporté des fleurs. J'ai pensé que ça égayerait la pièce. » Je restais immobile. Non, je gardais la bouche fermée. Quoi qu'il en soit, il s'assit et se mit à bavarder des prix de l'immobilier, suggérant qu'il était peut-être temps d'envisager sérieusement les possibilités. Pour contrôler mes crises involontaires, je comptais mentalement les taches de rousseur sur son bras. Il regarda les écrans et parla doucement. Il était venu pour mesurer les murs qu'il considérait déjà comme les siens, pas pour me voir, pas pour me demander si je pouvais remarcher, pas pour me dire « Je suis content que tu aies survécu », mais pour nous entendre. Aaron et moi, dire que nous prendrions bien soin de la maison. Tu n'aurais plus à te soucier des impôts ni de l'entretien. Ignorant que Clara avait discrètement retiré le magnétophone de sous le lit, il ne la vit pas s'approcher par derrière. Elle le glissa dans sa poche et murmura « Tu as bien fait.
après son départ. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Et pour la première fois depuis que j'avais ouvert les yeux dans cette chambre, je me suis autorisée à imaginer une vie au-delà de ce lit. Une vie sans machine, silencieuse, sans propriétaire, sans ennemi, et qui ne serait pas vouée à être effacée par les personnes que j'avais auparavant prises soin de soigner de toutes mes forces. Dans leur esprit, j'étais morte. Ils pensaient que ma mission était accomplie. Mais je venais juste de commencer. Ils étaient tous vêtus de noir. Ils portaient un costume qui n'avait probablement pas été nettoyé depuis l'enterrement de leur père, de couleur charbon. Elle portait un chemisier à volants qui donnait l'impression d'être à la fois riche et négligé. Ils pensaient probablement que leur chagrin, leur mascara coulant, serait un argument de vente. Mais ils avaient 4 jours de retard. Ils n'avaient aucun doute dans leur esprit lorsqu'ils entrèrent dans le hall de l'hôpital. Tout ce dont ils avaient besoin était un dossier que l'infirmière leur fournirait, et leur nouvelle tristesse feinte suffirait à remplir les papiers nécessaires. Ils ne se doutaient pas que la nuit précédente, je m'étais levée de mon lit, enveloppée dans une couverture bleu marine que Grace avait confectionnée elle-même, mais que je ne pouvais pas encore tenir debout toute seule. Après qu'Eliot eut organisé un transport privé pour moi, Clara m'avait poussée jusqu'au véhicule, avec une simple signature et un faux certificat médical. J'avais pu quitter discrètement les funérailles, comme une dame qui s'éclipse de son propre enterrement. C'est tout simplement dans leur nature. Même si elles n'étaient pas vraiment en deuil, elles étaient venues rendre hommage à une dame qu'elles croyaient décédée. En réalité, elles bavaient d'admiration. À l'accueil, une jeune réceptionniste vêtue d'une blouse bleue les a accueillis. Ma fille a dit d'une voix basse, presque agréable. « Chambre 219. » La jeune fille a froncé les sourcils, a tapé quelque chose sur l'ordinateur et a dit « Nous sommes ici pour récupérer ses affaires et parler à quelqu'un des prochaines étapes. La personne responsable de la chambre 219 est partie hier soir. Tout est déjà réglé. » Mon fils a demandé d'une voix teintée de remords. « C'est occupé. »« Par qui ?» Elle ne l'a pas dit. Tout avait été arrangé à l'avance. Son avocat a tout envoyé. Ma petite fille a détourné le regard. La réceptionniste a dit « Son avocate », puis a hoché la tête. « Russell Kim, il a laissé cette enveloppe pour vous. » Quand cela s'est produit, leurs sourires ont commencé à s'estomper. Il n'y avait pas d'adresse de retour, aucune chaleur, juste le poids d'une enveloppe en papier craft qu'elle leur a remise au milieu du couloir. Les doigts impatients et le visage trahissant leur effort pour rester calme. Ils l'ont ouverte. Pas de signature, pas d'affection, juste une dernière ligne soulignée une fois à l'encre bleue. Je t'ai peut-être élevé, mais je ne te réclame plus. C'était tout. À l'intérieur se trouvait une lettre, ma lettre. Tu as toujours pensé que je ne survivrais pas à ta patience. Tu avais tort. Tu as toujours pensé que mon silence était une permission. Ce n'était pas le cas. Je sais tout. Apparemment. Elle a laissé tomber la lettre. Il s'est agenouillé pour la ramasser. Mais pas avant que les autres aient regardé bouche bée et qu'une infirmière qui passait par là se soit figée. L'expression de quelqu'un qui assiste à l'effondrement d'une structure. Il leur a fallu un certain temps pour partir. Dans le couloir, ils se sont disputés. D'abord à voix basse, puis en élevant le ton, s'accusant mutuellement d'avoir été négligents, d'avoir trop bavardé et de ne pas avoir correctement vérifié les freins. Ces freins, disaient-ils, n'étaient qu'un inconvénient. C'était exactement le même accident qu'ils avaient cru fatal pour toutes les personnes impliquées. Pendant que Grace observait depuis la fenêtre de son grenier 2 maisons plus loin et 1 mètre plus haut, j'étais assise sur des coussins, buvant du thé dans une tasse de voyage, et j'entendais chaque mot car la ventilation était cassée et laissée ouverte. Assise à côté de moi, elle tricotait doucement. « Tu es sûre de vouloir rester pour cette partie ?» m'a-t-elle demandé, ne voulant pas gâcher le moment où ils allaient réaliser qu'ils avaient perdu plus que leur maison, qu'ils m'avaient perdu. Je me suis abstenue de répondre. Certainement pas le détenu qui avait saisi le stylo et s'était enfui avant qu'ils aient eu le temps de lui dire au revoir.
Ils arrivèrent devant la maison comme si elle leur appartenait encore. On aurait dit qu'ils se précipitaient pour éviter que leur Lexus ne soit garé dans l'allée, avec son véhicule qui tournait au ralenti en arrière-plan. Dès que le moteur s'arrêta, ils bondirent hors de la voiture. Il courut vers la porte d'entrée et secoua la poignée comme si elle pouvait lui rappeler son nom comme par magie. Le verrou renforcé. Il échoua. Cette propriété fait l'objet d'une procédure judiciaire. Accès interdit. Pour toute demande, veuillez contacter Kim & Associates. Il fixa la plaque en laiton apposée à côté de la sonnette, sur laquelle on pouvait lire. Cette propriété fait l'objet d'une procédure judiciaire. Le Porsche avait également été modifié, avec un nouveau coffre-fort. Elle s'approcha de lui par derrière, criant son nom comme s'il s'agissait d'un exercice d'évacuation incendie. Comme prévu, c'est fermé. Tout est fermé, je m'en étais assuré. Un agent immobilier avait été envoyé par l'entreprise de Russell plus tôt dans la matinée, debout dans l'allée, vêtu d'un costume impeccable et un bloc-notes à la main. Il refusait de sourire. « Je suis ici au nom de Mademoiselle Albright », déclara l'homme. Ma fille cligna des yeux, me demandant si j'étais un fantôme pour avoir gâché son week-end. Elle dit « Elle est vivante. »« Absolument », répondit-il en tournant la page. « Et tout à fait lucide. Voulez-vous que je vous lise son message ?» Il le fit, et ils ne répondirent pas. À compter de ce jour, cette propriété ne relève plus de votre accès légal ni de votre intérêt. N'essayez pas d'y entrer. Toute intrusion sera signalée. Une copie du nouvel acte de propriété a été envoyée à votre dernière adresse connue. Vous n'êtes pas mentionné comme héritier. Ne revenez pas. Même papier crème, même poids lourd, il leur a remis une enveloppe scellée. Comme un type qui accepte une contravention qu'il estime injustifiée, mon fils l'a pris personnellement. Débute, les bras croisés. Ma fille se mordait l'intérieur de la joue comme si cela pouvait empêcher l'embarras de transparaître. Mais elle ne la touchait pas. 2 enfants adultes, vêtus de noir comme pour un enterrement, se tenaient de là, impuissantes, tandis que le directeur acquiesçait, montait dans son véhicule et s'éloignait. Pendant plus d'1 heure, ils sont restés assis dans l'allée, d'abord à se chamailler, puis à se taire. À un moment donné, elle a sorti l'enveloppe. Grace Tennant, une tasse de chocolat et une couverture au crochet sur ses genoux. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre du grenier, depuis une pièce en dessous et par-dessus la clôture. Ma petite fille a lu la lettre à haute voix 3 fois, articulant chaque mot. Puis elle l'a jetée, non pas lancée, mais jetée, comme si le papier lui brûlait la paume, sans dire un mot. Ma filée lui a dit « Tu ne m'as jamais appelé maman quand personne ne regardait. » C'est ce qui l'a bouleversé. Il a simplement pris son téléphone, détourné le visage et passé un appel. Il continuait à faire les 100 pas devant les plates-bandes surélevées où j'avais planté moi-même mes fleurs. Après toutes ces années, elles étaient enfin magnifiques. Grace les observait depuis la bouche d'aération avec un sourire narquois, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Tu crois vraiment qu'il pensait que tu allais simplement exister pour attendre, murmurai-je en retour. Je crois qu'il pensait que je mourrais de la même manière que j'avais vécu ma vie avec eux, dans le silence. Cependant, le silence n'est pas synonyme de faiblesse, et j'avais désormais cette sérénité. Il n'y avait plus aucun bruit dans la maison, mais il n'avait plus aucun droit sur quoi que ce soit. Pas même les albums photos cachés dans le placard de l'entrée, ni le canapé pour lequel il s'était battu à l'âge de 12 ans, ni les aimants de la fête des mères qu'il m'avait offert. Ils rentreraient chez eux avec un objet volé. Tout ce à quoi ils s'attendaient, leurs droits, leur accès, leur présomption, leur avaient été arrachés. Étrangers. Ils se tenaient devant ma maison pour la première fois, enfermés dehors. Là où ils m'avaient laissé, la dispute commença à voix basse. Au début, je distinguais à peine leur voix au-dessus du loft de Grace, des phrases qui montaient et descendaient et devenaient peu à peu plus distinctes. Mais tout s'arrêta lorsqu'il claqua la portière de la voiture. « Tu as dit qu'elle ne le modifierait pas », rétorqua-t-il avec colère, avec un air de supériorité. Elle répondit
Elle ne l'aurait pas fait si tu n'avais pas été si évident. En faisant les 100 pas, elle menaça la boîte aux lettres, exigeant apparemment le paiement. Tu crois qu'elle ne t'a pas entendu à l'hôpital. C'est toi qui as dit qu'il fallait faire vite. Je n'ai jamais dit de saboter la voiture. Idiot. La dispute s'arrêta là. Ce n'était plus la culpabilité, mais la peur qui les déchirait maintenant que le masque était tombé. Il s'éloigna d'elle, haletant, et passa ses doigts dans ses cheveux, comme si cela pouvait lui permettre de marcher assez vite pour que ses craintes se dissolvent dans la raison. C'est toi qui as insisté pour vérifier le courrier chaque semaine, se plaignit-il. Tu vivais pratiquement à côté de chez elle, et c'est toi qui as parlé de procuration lors de son dîner d'anniversaire. Bon sang, Nathan, tu aurais pas pu être moins subtil. Grace haussa un sourcil à côté de moi. Donc c'est le genre de type qui gâche les anniversaires et casse les freins. Je me retins de rire. Serrant fermement ma tasse, il continuait de descendre devant nous. Il faisait les 100 pas et poursuivait. Elle était censée nous laisser la maison. Sa voix se brisa. Non, dit ma fille d'un ton glacial quand je lui racontais. C'est elle qui nous a élevés. Les mots. C'est elle qui t'a élevé. J'ai toujours su qu'elle n'était pas vraiment notre mère, suffirant à le dissuader. Son expression était celle d'une incrédulité totale ou, peut-être, de la prise de conscience, enfin, de qui elle était. Et pourtant, tu es là, aussi fauchée et énervée que moi. Ne t'avise pas, s'écria-t-elle, toujours froissée dans sa paume. Il désigna la lettre. Tu m'avais dit qu'elle ne changerait jamais. Tu avais dit qu'elle était trop sentimentale, qu'elle nous considérait toujours comme ses bébés. Eh bien, répondit-elle en détournant la tête, je suppose qu'elle a enfin vu qui nous sommes vraiment. Le poids de 2 personnes qui avaient misé leur avenir sur la tombe d'une autre et qui avaient le culot de feindre la surprise lorsque la terre s'était dérobée sous leurs pieds, rendait le silence plus glacial que tout ce que j'avais entendu jusqu'alors. Pas d'excuses, pas de larmes, juste le poids de la situation. Il monta le premier dans son véhicule et démarra en trombe, ses pneus dérapant sur le trottoir comme s'il croyait pouvoir échapper aux répercussions grâce à sa vitesse. Elle fit les 100 pas dans la pièce pendant un moment, espérant peut-être qu'une seconde chance surgirait de nulle part, tandis qu'elle fouillait dans son sac à main. Puis elle s'assit sur les marches, mes marches pour être exactes, et alluma une cigarette illicite. Elle ne montrait aucun signe d'émotion. Elle restait silencieuse. Pour la première fois, je vis le chagrin sur son visage alors qu'elle fixait la porte. Pensez à la maison, à l'argent et à l'histoire qu'elle s'était racontée, à savoir qu'elle pourrait toujours revenir et que je serais là. Toujours maman, toujours sienne, était plus important que tout le reste. Le récit était terminé. Après avoir jeté sa cigarette sur la marche, elle s'éloigna. Je l'ai observée jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vue, entourée des haies que leur père et moi avions plantées lorsque nous pensions encore que la famille pouvait se construire avec du temps et du soleil. Finalement, Grace a reporté son attention sur moi. « Es-tu prête pour ce qui va arriver ?» lui ai-je demandé en préparant mon thé. En d'autres termes, ils ignoraient que j'étais au courant lorsque j'ai déclaré. C'est eux qui ont commencé. Je ne fais que terminer leur travail. Mon détective privé n'avait pas chômé, et j'avais des témoins et des preuves. Ils étaient sur le point de perdre non seulement moi, mais aussi tout ce qu'ils avaient construit à la sueur de leur front, grâce à mon silence. À mon arrivée au bureau de Russell, accompagné d'Elliot, qui tenait un dossier qu'il trouvait lui-même surprenant, il resta silencieux. Il était un peu plus de 8 heures du matin. Et la réceptionniste n'était toujours pas arrivée. Assis dans une salle de conférence aux parois vitrées donnant sur la ville, je découvris une facette de moi-même que je n'avais pas vue depuis des années. Calme, imperturbable, je vais devoir tout vérifier, dit Russell en étalant le contenu du dossier sur la table, comme s'il s'agissait de preuves dans un tribunal. Mais ce que je constate ici va bien au-delà d'un simple danger. Il s'agit clairement d'un complot. Dit Elliot d'un simple signe de tête. J'ai les horodatages. Les images de la caméra de l'hôpital correspondent à l'inspection du garage.
Il n'y a aucune ambiguïté. D'un côté, je me suis baissé. Russell, à la manière d'un avocat, a croisé les mains et a dit « Que se passe-t-il maintenant ?» Il ne s'agissait pas de faire la une des journaux. Alors je suis resté silencieux pendant une longue minute. Tout d'abord, nous déposons une ordonnance de protection, immédiatement. S'ils osent remettre les pieds près de la propriété, ils seront en violation. Ensuite, nous transmettons tout cela au procureur général. Enfin, si vous voulez que cela soit rendu public, nous pouvons contacter la presse. Il s'agissait des répercussions, quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant, ni lorsqu'ils avaient trompé, ni lorsqu'ils avaient manipulé, ni lorsqu'ils avaient progressivement transformé leur mère en distributeur automatique d'émotions. Ils ne peuvent pas m'enterrer vivante. Aïe, je dis. Et ils ne peuvent pas s'en tirer comme si rien ne s'était passé. Le regard de Russell s'est posé sur la photo du panneau de limitation de vitesse. Une coupure nette, indéniable. Non, ai-je dit, ils ne peuvent pas. Enfin, ils signent. Fit certifié et c'est là une lettre adressée au procureur général. Le même document que j'avais demandé quelques semaines auparavant. Je sous-signais. Margaret Albright. Soumettent par la présente un témoignage officiel et les preuves à l'appui à l'encontre de Nathan Albright et Aaron Graves pour tentative d'homicide volontaire au volant, fraude financière et mise en danger de personnes âgées. Je relus le document avant de prendre le stylo. Ma main ne tremblait pas lorsque je l'ai signé. Russell l'a glissé dans une enveloppe sombre après avoir hoché légèrement la tête. Elliot a sorti une clé USB, la dernière chose qui se trouvait dans son sac, et a déclaré « Nous l'enverrons par coursier dans l'heure qui suit ». Les images de la caméra de sécurité, toute la conversation qu'ils ont eue sous le porche. Ils ne savaient pas que la maison d'à côté était encore sous surveillance. C'est grâce à Grace que cela a été possible. Elle n'avait jamais retiré les caméras, avait-elle ajouté, car les gens agissent plus audacieusement lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde. Elle les avait installés après que le fils de son frère avait été emprisonné pour avoir cambriolé son abri de jardin. Leur chute, pas la mienne, serait scellée à ce stade. Non pas parce que j'avais l'intention de les réutiliser, mais parce que j'avais appris à mes dépens que le silence peut être un instrument s'il est étayé par des preuves. J'avais pris des copies de tout avant de quitter le bureau de Russell. Tout était à moi. Assis dans une cabane louée à flanc de montagne qui sentait le pain et l'indépendance cet après-midi-là. J'étais à 3 heures de chez moi. Il n'y avait que moi, un avocat de garde, un détective privé à mon service et un avenir libéré de ces ingrats à qui j'avais donné les clés. Pas de voisins, pas d'enfants, pas de bruit. Je n'avais même pas besoin d'être là pour voir leur réaction lorsque les lettres, une pour chacun d'entre eux, sont arrivées à leur porte. Selon Elliot, mon fils est devenu pâle avant même de l'ouvrir. Cette nuit-là, ma fille a essayé de me contacter à 2 reprises. Je suis restée silencieuse, le visage parfaitement immobile et impassible devant la caméra. J'étais absorbée par le tournage d'une vidéo. J'ai récupéré la clé USB, cliqué sur « Envoyer », car je n'avais plus rien à cacher. Je m'appelle Margaret Albright. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que le dernier mensonge a été dévoilé. 2 photos encadrées, un vieux cardigan qui sentait légèrement le romarin et une tasse à thé. Voilà tout ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai brûlé ou emporté tout le reste. Les gens ne comprennent pas ce que signifie disparaître à ma place. Contrairement dans les films, on ne peut pas simplement monter dans un train en portant un foulard. J'en ai assez de la paperasserie, des tampons et des 3 copies certifiées conformes d'une conclusion froide. Russell s'est chargé des détails. En tant que victime de violences familiales, il a pu demander un changement de nom légal. Aucun juge n'a sourcillé dès que les preuves ont été rendues publiques, malgré la difficulté de la tâche. Obtenir un nouveau permis de conduire, changer d'adresse et sceller le tout. Dans le cadre d'une vente secrète à une fiducie, Elliot a supervisé le transfert. La fiducie l'a vendu à un nouveau propriétaire pour $1. Le nouveau propriétaire n'était autre qu'April,
la filleule dont il se moquait quand je m'étais occupée d'elle pendant 6 mois après le décès de sa mère. April a continué à m'écrire des lettres, même après son mariage, et elle a continué à m'appeler Mama Mar. Longtemps après que mes propres enfants aient cessé de m'appeler par mon prénom, je lui ai confié la maison, et elle a fondu en larmes lorsque je l'ai appelée. Mais pas à cause de la maison. Elle aurait vécu dans une tente pour nous aider. Elle m'a parlé au téléphone, la voix tremblante, et m'a promis de s'occuper de la situation. Je lui donnerai un sens, ai-je murmuré. Tu as déjà un sens, ai-je ajouté, parce que les adieux sont destinés à ceux qui peuvent revenir. J'ai raccroché après cela. Ce n'était pas mon objectif. Tôt le matin, j'ai pris un train lent, sans pièce d'identité, juste un billet, un peu d'argent et une place près de la fenêtre, où la douce lumière du jour semblait être un pardon bienveillant. Mon but était que personne ne me remarque. J'ai éteint mon téléphone et l'ai jeté dans la rivière alors que nous passions le pont, quelque part après la 4e gare. Une dernière ondulation, plus aucun signal, plus aucune trace. Disparu, c'était destiné à des femmes comme moi, ni victims, ni fugitives, ni survivantes. Et j'ai atteint la périphérie d'une ville inconnue avant l'heure du déjeuner. Le village était un petit ensemble d'habitations nichées dans les bois. C'est plus un refuge qu'un abri. Ils l'appellent Second Bloom. Le panneau en bois à l'entrée a été peint à la main et présente quelques fissures dues aux intempéries. Un message disait « Vous n'êtes pas ce qu'ils ont fait ». Après une petite pause, j'ai continué mon chemin. À l'intérieur, j'ai vu Rosa, une femme de 63 ans dont le fils avait falsifié sa signature sur 5 prêts de refinancement après qu'elle eut travaillé comme directrice d'école, sans excuse de la part de son mari qu'elle avait enterré seule, Margaret, 74 ans, pas moi. Une autre avait quitté sa maison avec un sac rempli de reçus. Il nous faut du temps pour partager nos histoires. Assis dans les jardins, nous semons des graines. Nous notons des pensées que nous ne transmettrons jamais. Et lentement, en notre propre nom, nous nous reconstruisons. La presse, l'État et toutes les personnes que j'avais retrouvées dans l'ancien carnet d'adresses de Richard. Même celles qui pensaient encore que les enfants étaient des saints et me demandaient pourquoi ils n'avaient pas téléphoné. Plus souvent, ont reçu leurs lettres le lendemain de mon arrivée. Ils sont désormais au courant. Elliot a vérifié que tous deux avaient reçu ce qui leur était dû. Une dernière photo qu'il m'a fournie montrait ma fille escortée hors de son lieu de travail, menottée, la tête baissée. Et le même jour, 2 policiers en civil ont traîné mon fils hors de son appartement. Naturellement, ils ont tenté de se rejeter la faute. Cependant, les enregistrements, les images de la caméra de recul, les emails et ma signature indiquaient tous la même chose. Une intention meurtrière. Ils sont désormais la cible d'une campagne de dénigrement. Selon Elliot, les policiers n'ont même pas frappé à la porte. Ils ont attendu. L'appartement de mon fils a été surveillé en permanence pendant 3 jours pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas vers l'une de ces maisons miteuses de Las Vegas qu'il enquêtait pour des opportunités immobilières. Cependant, Nathan n'a rien remarqué. Il était trop occupé à téléphoner à sa sœur pour y prêter attention. Ne dis rien, ils n'ont aucune preuve. Nous leur dirons qu'elle était confuse, qu'elle était malade. Si tu ouvres la bouche, nous sommes tous les 2 fichus. Hélas, mon chéri, il est trop tard. À 6h12 du matin, quelqu'un a frappé à la porte. Mercredi matin, à cette heure paisible, juste avant que le monde ne s'emballe et que l'on puisse encore dormir tranquille. 2 enquêteurs, 2 badges et un seul mandat. Nue et tremblante, comme si la loi ne l'avait jamais touché. Il a ouvert la porte. Alors qu'il cherchait son téléphone, ils l'ont informé de ses droits. Au début, il n'a pas contesté. Au lieu de cela, il a répété « Attendez, quoi ?» Comme si son choc pouvait désactiver les signatures numériques et les freins 3 heures plus tard, sur son lieu de travail.
Ma fille a été placée en garde à vue. Quand ils sont arrivés, elle souriait et portait des talons hauts. Ils l'ont poursuivie alors qu'elle tentait d'entrer dans une salle de conférence. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle a juste dit « Ce n'est pas possible ». Pourtant, c'était bien la réalité pour eux deux, selon Mia, l'assistante d'Elliot, une stagiaire de 20 ans. Pour une fois, les répercussions étaient tangibles. Ils ne pouvaient plus se cacher de la réalité chez eux comme des enfants. Leur mère ne pouvait plus les absoudre de leurs transgressions, et le silence ne pouvait plus étouffer leur brutalité. Elliot pensait que je devais regarder les images de leur arrestation, le moment où leurs corps ont perdu leur pouvoir, et me les a fournis, même si je ne les avais pas demandés. Une lueur similaire, non pas de honte, mais d'incrédulité. Dans leurs yeux était tout ce que je remarquais dans les 2 vidéos. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que je résiste. S'accrochant à leurs images et disant « Mais je t'ai élevé », ils ont sauvagement détruit la vie que j'avais si durement construite, comme s'ils attendaient que je meure. Cependant, je ne suis pas mort. J'ai pris des notes. Je me suis préparé. J'ai attendu patiemment. C'était maintenant à leur tour d'être exposés à la lumière crue de l'examen minutieux. En l'espace de 24 heures, les titres suivants ont fait la une. Des frères et sœurs arrêtés pour tentative de meurtre sur leur belle-mère pour une question d'héritage. Et sabotage des freins. La police divulgue des enregistrements audio et des emails dans une affaire de trahison familiale choquante. L'histoire est devenue virale. Non pas parce que j'étais célèbre, mais parce que le monde reconnaît une vérité sur les survivants silencieux. On nous croit rarement jusqu'à ce que les dégâts soient irréfutables. Des messages d'autres femmes, d'autres, fausses mères, et d'autres noms presque oubliés sur des baux. Des papiers administratifs et des testaments ont inondé ma boîte mail au refuge. Une personne a commenté « Ils m'ont utilisé comme une étagère », comme si je n'étais qu'un objet qui les soutenait jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi. Merci de m'avoir montré que l'amour sans respect n'est qu'une manipulation déguisée. J'ai répondu « Mieux vaut être seul que d'être utilisé ». Grace m'a contacté le jour même. Sa voix avait quelque chose de juvénile. Ils sont passés. S'est-elle exclamée. Les journalistes étaient assis sur le trottoir comme des chiens errants, à la recherche d'une autre citation. Je leur ai dit la vérité. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» lui ai-je demandé en riant. Je leur ai dit qu'elle était calme, pas stupide. Tu n'as jamais vu à quel point une femme peut devenir acérée quand on l'a blessée trop souvent. Je me suis retenue de pleurer. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que j'avais déjà versé beaucoup de larmes qui avaient séché et s'étaient transformées en encre sur des documents juridiques et des signatures. Ils ont été placés en garde à vue, jugés et rendus publics. C'est April qui a suggéré d'organiser la conférence de presse. Pas moi. Sa voix était puissante, mais légèrement tremblante, lorsqu'elle m'a contactée 3 jours après l'annonce de la nouvelle. Comme si elle savait qu'elle devait parler, mais n'était pas sûre que quelqu'un prêterait attention. « Il te dépeigne comme une vieille femme triste », m'a-t-elle fait remarquer. Un titre te dépeint comme une recluse tragique. Exploitée par des beaux enfants ingrats, on dirait qu'ils oublient quelque chose d'important. J'ai hésité à répondre immédiatement, car j'avais passé toute ma vie à essayer de ne pas devenir ce genre de personne. J'avais nourri des enfants qui n'étaient pas les miens, payé des factures pour lesquelles personne ne m'avait jamais remercié et gardé le silence face à des abus déguisés en gentillesse. Même si j'avais traversé beaucoup d'épreuves, je ne m'étais jamais senti mélancolique, blessé, absolument, exploité, sans aucun doute. Mais ce n'est pas grave. Après avoir pris une profonde inspiration, April a finalement dit « Laissez-moi parler. Laisse-moi leur dire ce que tu as vraiment fait. » En réponse, je lui ai dit la vérité. « Si tu le fais, ne me défends pas. Défends les femmes qui ne peuvent pas encore parler. » Sur ce, elle s'est engagée. La conférence de presse a eu lieu dans le jardin, mon jardin, celui qu'il n'arrosait jamais et dont il se plaignait souvent, mais que je continuais néanmoins à cultiver année après année,
car la beauté ne devrait pas avoir besoin d'approbation pour exister. Debut, vêtue d'une robe bleue et de chaussures plates confortables. April dégageait une dignité sans faille. La maison Albright, pour les femmes qui se reconstruisent après une trahison familiale. Les journalistes ont examiné le plan architectural de la maison qui était désormais affiché sur un panneau derrière elle, comme si elle allait exploser. Une femme à l'arrière a saisi son carnet. April me montra mon dernier testament, scellé dans une pochette transparente et plastifiée. Il a été signé 6 semaines avant l'incident. Il me désigne comme seul bénéficiaire et stipule que cette maison doit être transformée en refuge temporaire pour les femmes de plus de 50 ans qui ont survécu à une trahison financière ou émotionnelle de la part de membres de leur famille proche. Un journaliste demanda « Était-ce une vengeance? April restait impassible. » Non. C'était une réclamation. Les flashs crépitèrent. Les médias continuent d'appeler cela une tragédie familiale. Ce n'était pas le cas. Il ne s'agissait pas d'héritage, mais de droit. 2 personnes ont cru pouvoir exploiter l'amour d'une femme, simplement parce qu'elle leur avait préparé leur déjeuner autrefois. Elle s'interrompit. Elle les a élevés. Elle les a habillés. Elle a pleuré en silence pour qu'ils ne ressentent pas le poids de son sacrifice. Et quand elle a finalement demandé la paix, ils ont essayé de la faire disparaître. L'invisibilité. Le vent s'est également calmé. Elle s'est avancée vers le micro. Cette maison n'appartiendra jamais à des gens qui considéraient l'amour comme une transaction. Elle appartient désormais aux femmes à qui on a dit qu'elles ne comptaient pas, parce que leur nom ne figurait pas sur un certificat de naissance, qui ont tout donné et ont été récompensées par le silence. La suspicion, ou pire encore, le public commença à murmurer. L'amour sans respect n'est pas de l'amour, et trop de femmes ont été amenées à croire qu'elles avaient de la chance d'être tolérées. Les premiers applaudissements vinrent de la gauche, puis du centre, et enfin de partout, pas tonitruant, mais réel. Le lieu disposera également de 10 lits, d'un jardin, d'un bureau d'aide juridique et de dignité. Je perdis momentanément connaissance lorsqu'elle fit un pas en arrière. Je l'ai vue lever la tête et sourire comme je le faisais autrefois. Pas largement, pas ostensiblement, mais avec assurance, comme une femme qui sait d'où elle vient et pour qui elle est là, depuis ma place, à 3 villes de là, devant un ordinateur portable loué dans une bibliothèque tranquille. Ma maison ne leur a jamais appartenu. La graine était toujours là. Elle avait enfin germé. La punition a déjà commencé avant le début du procès. Leurs associés sont partis les premiers. 2 jours après l'arrestation de son petit ami Nathan, Jenna, qu'elle appelait Mama Mags, lorsque nous dînions ensemble et qu'elle suivait sur Instagram, a commencé à faire ses valises, sans même laisser de message. Elle a simplement changé de téléphone et envoyé un SMS au contact d'Elliot, disant « Dis à Margaret que je la croise ». L'épouse d'Aaron a immédiatement désactivé leur compte joint dès qu'elle a appris la nouvelle. Rien de tout cela ne l'a incité à contester. En tant que banquier, il pouvait voir en un clin d'œil qu'un compte était en difficulté. Les gens ont agi rapidement. Même si le système judiciaire était lent, les clients se sont fait rares. Les connaissances se sont éloignées et même les hésitants du quartier ont cessé leurs gestes. Ils n'étaient plus seulement accusés, ils étaient connus. Tous les groupes de discussion dont ils faisaient partie ont disparu. J'ai retiré toutes les invitations pour une nuit, au milieu des disputes au sujet des parquets et de la vaisselle héritée. Personne n'a osé prendre le parti des enfants qui avaient planifié un vol meurtrier contre leur mère. Il est ironique qu'une fois la poussière retombée, les mêmes personnes qui m'avaient supplié d'être patient avec eux aient soudainement disparu. Les affaires de famille sont compliquées. Vous ne connaissez pas toute l'histoire, a tenté d'écrire Nathan dans un message en ligne. Cependant, les commentaires fusaient, avec des gens qui disaient des choses comme « Tu lui as coupé les freins. Nathan, dis-nous ce qu'on ne sait pas. » Un autre commentateur est même allé jusqu'à dire que Nathan devait des excuses à toutes les femmes auxquelles il avait souri. Nathan a rapidement supprimé son compte en réponse. Aaron,
quant à elle, a choisi la voie de la compassion, accordant une seule interview à un site People, une vidéo filtrée sans larmes, dans laquelle elle déclarait « Je ne sais pas comment tout cela a pu dégénérer à ce point. Je l'aimais. Elle était comme une mère pour moi. » Cependant, la vidéo a finalement montré la lettre que j'avais écrite, qui se terminait par « Tu ne m'as jamais appelé maman quand personne d'autre n'écoutait. » Cette phrase a marqué les esprits. Elle est restée. J'ai ressenti de la douleur. Et les fausses larmes ont cessé de couler. Lorsque ses anciens collègues ont commencé à publier des emails dans lesquels elle me rabaissait et me traitait de la femme de ménage qui se prend pour une matriarche. Apparemment, quand la mauvaise femme se rebelle, tout le monde le remarque. Lorsque la corruption d'un traître devient évidente, le monde se réjouit de le condamner, d'autant plus s'il semblait irréprochable au premier abord. D'une voix teintée de satisfaction, Grace s'écria une fois de plus. « Je l'ai vue hier. Aaron, à la pharmacie. Elle avait l'air plus maigre. Cruz, c'est la culpabilité qui fait ça. » Ai-je répondu. « Non, » a dit Grace. « Ce n'est pas la culpabilité, c'est le vide. Car après avoir perdu leur maison, ils ont également perdu leur perception de moi. La femme soumise qui nettoyait derrière eux et agissait comme si elle avait de la chance de rester dans leur vie malgré les insultes qu'elle endurait. Cette image s'est effondrée parce que je n'étais plus là pour la soutenir. Quand ils ont fait le point sur leur situation, ils ont réalisé que plus personne ne les considérait comme des victimes. Le problème avec les traîtres, c'est qu'ils croient pouvoir reconstruire leur vie une fois que la poussière est retombée. Mais personne ne fait confiance à quelqu'un qui a trahi son propre sang, qu'il s'agisse du sien ou du mien. En attendant leur comparution, ils sont désormais incarcérés dans des cellules différentes. Leurs avocats sont des avocats commis d'office, et le tribunal se moque de leurs appels à la clémence, pendant que Rosa et moi buvons du thé sur une véranda à 3 villes de là. Les doux rayons du soleil coulent sur les collines comme une gentille excuse. Ce n'est pas parce que nous avons peur d'eux, mais parce qu'ils n'ont plus d'importance que nous ne parlons plus d'eux. Ce fut le coup de foudre. Je suis le titre qu'ils ne pourront jamais échapper, alors qu'ils ne sont plus que des noms dans un dossier.